Voilà. On va passer à la deuxième partie. J'appelle Catherine Fournier. Comment? Je sais pas, comme tu veux. Comme l'a dit Thibaut, en fait, on a deux sujets sérieux. Le premier, c'est les modèles économiques, avec Catherine. Sinon, je te passe le micro. Un, deux. Voilà. Le premier sujet du grill sont les modèles économiques. C'est une question qu'on a tous. Comment faire pour que ça devienne une économie, une activité, puisse être, comme on dit en anglais, sustainable, et que ce soit aussi, pour ceux qui le fabriquent, une opportunité de développement. Ce n'est pas du tout une question triviale, hein. Ça demande une analyse complète. J'ai eu la chance de déjà te voir parler de tout ça. Et puis ça touche aussi finalement nos modèles culturels. Et c'est important aussi, je pense, que le fait que tu sois québécoise, que tu aies un regard un peu différent par rapport au monde français. Est-ce que tu veux bien te présenter, expliquer ce qu'est ta société? Oui, et vous allez l'entendre, québécoise de Montréal. J'habite à Paris, je travaille pour une société québécoise qui s'appelle Abo. On est spécialisé en conseil stratégique au niveau du secteur de l'art, de la culture et du divertissement. Donc, on fait des études de marché, des analyses et on identifie tout le temps les grandes tendances du marché. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux vous parler du secteur, de ses activités, des éléments à prendre en compte, qu'on veut essayer de comprendre un peu plus les publics et les consommateurs. Donc, ultimement, c'est ce que je viens de démystifier avec vous aujourd'hui. Alors, en quoi ces marchés sont différents? Est-ce qu'il y a une différence entre le marché français ou les marchés européens ou les marchés nord-américains? On pourrait penser que les marchés sont très différents entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais quand on regarde les marchés en termes de potentiel, donc on veut dire les publics intéressés par les expériences immersives, ce qu'on s'est rendu compte chez Abos, en fait, c'est que en moyenne, 27 des consommateurs de divertissement, autant en Amérique du Nord et en Europe, consomment des expériences immersives. Donc, on est sur deux marchés qui sont sensiblement les mêmes en termes d'intérêt consommateur. Là où ça devient très différent, c'est que les marchés nord-américains sont beaucoup plus grands en termes de nombre de personnes relativement aux marchés européens. J'avais sorti quelques statistiques, mais pour vous donner une idée, le maximum de gens actuellement potentiellement intéressés pour les expériences immersives en Europe, ce serait 18 millions de personnes à peu près. En Amérique du Nord, on est plus autour de 50 millions de personnes. Donc, on voit que nos modèles économiques en France, en Europe, on avait aussi regardé l'Allemagne, le UK et l'Espagne, sont beaucoup plus petits et beaucoup plus difficiles en termes de potentiel de marché. Donc, les gens ne connaissent pas beaucoup les expériences immersives? Non, c'est ça. On se retrouve dans une... puis on y reviendra tout à l'heure. On a l'impression, nous, on en parle beaucoup, on connaît beaucoup les expériences immersives, mais ça reste quelque chose qui n'est pas du tout connu ou très peu connu. Dans le cadre d'une de nos études, on s'est rendu compte que uniquement 7 des gens en France connaissaient l'offre de divertissement à proximité de chez eux. J'ai dit divertissement, mais d'expériences immersives, en fait. Donc, les gens ne connaissent pas les expériences immersives. Quand on parle de ça, c'est encore nouveau pour eux. Il y a 27 des gens qui ont fait une fois une expérience immersive dans leur vie. Il y a un potentiel qui est beaucoup plus grand. Si on regarde, par exemple, les musées sont fréquentés d'à peu près 60 des gens en moyenne. Donc, il y a clairement de la place à être de plus en plus présent et de plus en plus fort dans le marché. Qu'est-ce qui explique le succès des expéditions immersives en France, par exemple, selon toi? Si on regarde, par exemple, tout ce que Émissive, Gédéon font, il y a plusieurs raisons, moi, je pense, qui expliquent ça. Le premier point, c'est l'utilisation de thématiques universelles. Les propriétés intellectuelles, c'est vraiment bien parce que ça permet d'aller rejoindre une clientèle qui est déjà convertie par rapport à une marque, mais ce n'est pas une propriété qui est toujours universelle et qui parle à tout le monde. Donc, ce qu'on a vu dans le cadre des expéditions immersives, on est allé cibler spécifiquement des thématiques qui parlent autant au grand public qu'au public familial ou même aux adultes. Ce qui est bien avec ces expéditions immersives, c'est qu'elles permettent d'aller vivre des choses que tu ne pourrais pas vivre dans la vraie vie. Donc, quand on pense au VR, par exemple, le VR, c'est très bon pour aller voir l'infiniment petit,
l'infiniment grand, le très historique et le futuristique. Donc, ultimement, toutes des choses que tu ne pourrais pas vivre dans ton quotidien et des expériences. Les Égyptiens, qui ont l'air d'être un blockbuster partout. Exactement. Toutankhamon. Blockbuster, Toutankhamon, ça marche à tout coup, peu importe l'utilisation technologique qu'on en fait. Et puis l'infiniment grand, c'est par exemple Félix et Paul au Canada, enfin au Québec aussi, qui ont développé toute une thématique. Exactement, une thématique qui est partie du contenu et qui a été dupliquée sur plein de médiums. Ils avaient des caméras dans la station spatiale et depuis, c'est devenu leur spécialité, quoi. Exactement. Donc, ils ont eu la possibilité d'envoyer des caméras VR dans la navette spatiale et de filmer les astronautes pendant des centaines et des centaines d'heures. Et donc, ils ont créé une expérience VR qui s'appelle l'Infini, qui est comme un peu les expériences d'émissives, donc en free roam, qui permettent à une multitude de personnes. Donc, au lieu de parler d'expériences VR où il y avait 6, 7, 8 personnes historiquement dans la salle, maintenant, on est sur des modèles économiques beaucoup plus intéressants parce qu'on est capable d'avoir près de 100 personnes à l'heure dans les mêmes salles. 40, dont on parlait en Espagne. Oui, 40 pour le truc pour l'expérience de Gaudi, 80 à peu près pour Gédéon, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, et plus de 100 pour l'Infini. Mais en fait, pas une approche technologique, puisqu'on sait que beaucoup d'autres expériences immersives, finalement, fonctionnent sans technologie, ou alors avec une technologie invisible. On en a vu plein ce matin qui présentaient des monuments ou des expériences dans des monuments. Est-ce que c'est pas ça le plus populaire, finalement? Bien, on part tout le temps de la thématique. La technologie devient le moyen, et la technologie n'est pas obligatoire. Donc, tout à fait, on parle de la thématique. Est-ce que ma thématique a un potentiel commercial auprès du public et auprès des gens que je vais aller rejoindre? Et après là, c'est quoi le meilleur moyen pour véhiculer mon message? Et des fois, la technologie ne sera pas nécessaire. En fait, immersif, c'est indifférent. En fait, ce n'est pas un problème de terme, c'est un problème d'expérience. C'est la qualité de ce que je vis en tant qu'acteur de cette expérience. Tout à fait. Et est-ce que c'est quelque chose qui est vrai dans tous les pays ou c'est particulier à... j'ai envie de dire que c'est vrai dans tous les pays. Sans stéréotyper, c'est sûr que l'Amérique du Nord a un appétit peut-être plus grand avec les trucs technologiques parce qu'ils démontrent un côté innovant. Quand on parle, par exemple, des marques et des agences, lorsqu'elles font des expériences immersives, c'est pour se démarquer de la concurrence et démarquer dans leur tête, c'est des fois très rapidement vers technologie. Et donc, il y a une préférence parfois pour la technologie, mais c'est vraiment juste dans des buts commerciaux et marketing. Si oui, parce que quand je parlais tout à l'heure de ce que j'ai découvert sur le luxe, en fait, c'est tout à fait normal. Par exemple, les magasins Lancôme changent de couleur en fait en fonction des saisons, parce que en fait, ça marche en termes de marketing, ça recrée quelque part de la curiosité. En fait, ils ne l'appellent pas immersif, parce qu'en fait, c'est du retail, mais ça fait partie des mêmes expériences. Est-ce que tu penses que ça, ce sont des choses qui vont se développer aussi de plus en plus? Quand on voyait ce matin Outernet financé par les annonceurs, entre autres, ça veut dire que c'est un moyen de faire de la publicité, finalement, de raconter un contenu de marque. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on va voir au-delà de Londres, qui a l'air d'avoir innové? Est-ce qu'on va voir ça ailleurs? C'est sûr. On parlait de croissance de 30 % par année ce matin. Est-ce que ça va être 30 % définitivement pendant les 5 prochaines années? J'ai un doute que ça va être aussi rapide et aussi grand qu'on le pense. Par contre, les marques, les agences commencent à avoir de plus en plus d'intérêt pour ce type d'expérience-là sponsorisée. Et pourquoi? Parce que les expériences immersives sont un excellent véhicule de storytelling. Ultimement, ça fait passer des messages, ça crée des engagements beaucoup plus forts que d'autres types de technologies. Je pense à Moment Factory, notamment au Québec. J'avais vu des démos de... représentation pour des entreprises de télécommunications où ils avaient transformé carrément une ville ou une rue entière. Est-ce que ça fait aussi partie des nouvelles expressions finalement que l'immersive va prendre? Quand on dit que ça augmente de 30%, c'est pas nécessairement que dans la culture ou dans le divertissement, c'est en tant que média, quoi. Exactement, et c'est pas nécessairement les expériences monétisables, mais les expériences comme des activations marketing que tu sais pas que tu vas voir nécessairement, mais qui vont arriver face à toi. Donc, tout à fait, c'est un mix de tout. Donc, comment doit se développer cette filière, selon toi, d'un point de vue économique, pour que ça devienne un secteur économique? On voit plusieurs entreprises, qu'on puisse voir de la compétition internationale. Qu'est-ce qui doit structurer cette filière, selon toi?
Bien, le premier point, puis pour venir un peu sur ce qu'on disait au début, c'est que c'est un secteur qui n'est pas connu. C'est une mauvaise conception de te penser que les expériences immersives, c'est connu de tous. Et donc, il faut travailler tous conjointement ensemble pour commencer à définir un langage, une sémantique qui nous permet de dire auprès des consommateurs c'est quoi une expérience immersive. Donc, quand tu vas voir un spectacle de théâtre immersif, à quoi tu veux t'attendre et à quoi tu dois t'attendre. Une fois que tu as ça, ça peut intéresser aussi les investisseurs. C'est difficile de convaincre des investisseurs de s'intéresser à une technologie, ou pas une technologie, pardon, à un secteur qui n'est pas connu, qui n'est pas cadré et qui n'est pas encore cartographié en France. Il n'y a pas encore de définition de la chaîne de valeur spécifiquement du début de la conceptualisation à la commercialisation. Comment, ensemble, on peut cartographier le secteur et démontrer sa valeur et son impact, ultimement, aux gens qui pourraient être intéressés. En Amérique du Nord, il y a beaucoup de, disons, de modèles de divertissement, de parcs à thème, pour lesquels c'est naturel, avec un modèle qui est très simple, qui est du ticketing finalement. Est-ce que tu penses que ça va aussi se développer ici? En tout cas, Emissive ou Univers, qu'on a vu tout à l'heure, avait manifestement, il y a un nombre d'entrées, il y a 190 000 personnes qui l'ont vu. Ça ressemble à l'économie traditionnelle du spectacle. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des difficultés, par contre, quant à la propension à payer. Dans les multiples études qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'en Europe, et on exclut le UK là-dedans, mais les gens sont prêts à payer moins que dans les marchés anglo-saxons. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu dans les modèles économiques qu'on veut essayer de développer, de rentabiliser et de générer l'air, tout en gardant des prix de billets qui soient accessibles et intéressants pour les consommateurs actuels. Donc, c'est un réel défi. Il y a un intérêt. On est passé, si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, on était sur des sons et lumières relativement simples en extérieur à des expériences maintenant qui sont monétisables. Donc, clairement, il y a de la valeur là-dedans. Les gens la voient et veulent en consommer davantage. Est-ce qu'il n'y a pas une question finalement aussi de distribution? C'est-à-dire qu'il faut avoir des lieux. Je parlais récemment avec Fabien Baratti qui me disait que l'essentiel de leurs bénéfices, parce qu'ils font des bénéfices, ils les réinvestissent dans des lieux à Londres, à New York, je crois à Paris aussi. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la clé de la maturité pour que ça devienne un secteur, c'est qu'il y ait une distribution avec des exploitations, ce dont parlait aussi tout à l'heure l'équipe de Dream Factory, qu'il y ait des lieux qui permettent d'exploiter différentes œuvres. Location, location, location. Il faut avoir des bons lieux dans des endroits stratégiques. C'est sûr que c'est important, puis c'est sûr que ça doit être une priorité de la filière d'identifier ces lieux-là. Je vous donne l'exemple. Probablement que quand vous voulez voir une pièce de théâtre, vous savez que X théâtre, pas loin de chez vous, a plusieurs pièces de théâtre. Quand vous voulez voir une expérience immersive a des lieux plus ou moins définis. C'est souvent des lieux insolites. C'est quoi on ne se bat pas contre les mêmes paramètres, en fait, que les autres expériences de divertissement. On n'a pas d'agrégateur, on n'a pas de possibilité d'identifier un lieu égale une expérience immersive. C'est très difficile. Il faut bâtir ces lieux pour accueillir. On a extrêmement de bons créateurs. Comment on bâtit les lieux pour attirer les expériences? Qu'est-ce que tu penses de Outernet, qui a surpris beaucoup de gens ce matin, dont moi? C'est un modèle qui est super intéressant. On parle de 6 millions de personnes, on a dit, pendant 1 an. Donc, c'est quelque chose de non négligeable, placé dans le centre à Soho et ouvert. Donc, c'est un lieu qui n'a pas de billetterie. Et donc, les portes sont grandes ouvertes, matin comme midi comme soir. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans où on incite à la découvrabilité. Les gens peuvent tomber sur l'expérience par hasard. Ça reste catchy à l'œil, bien évidemment. On voit les lumières. Donc, c'est super intéressant. On crée des LBI au centre des villes avec des expériences immersives. Puis, on démocratise, grâce à ces expériences-là, de plus en plus le secteur. Et financé par des marques. Et financé par des marques. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que le contenu artistique est financé par des marques. Il n'y a pas de logo slapping, on ne voit pas nécessairement. C'est alterné avec des contenus publicitaires, mais ça permet à la fois d'avoir un côté artistique grâce à ces marques. Donc, c'est malheureusement pas négligeable dans le secteur où on est, où on a besoin d'argent pour subventionner la culture et les créations. En France, il y a une grande tradition d'aide à la culture. Est-ce que ça fait partie d'un modèle aussi auquel il faut penser, ou est-ce que ce sont deux voies complètement différentes? Bien, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut tester. Comme on a dit, try and learn fast. Il faut tester. Comment on peut tester, c'est en n'étant pas toujours au risque. Donc, au moins, ça permet de tester de plus en plus sans avoir trop de risques à prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup travailler les esprits. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions? Est-ce qu'il y a une partie de réflexion dont Thibaut
parlait tout à l'heure. Merci pour cette discussion. Moi, je suis intéressé par peut-être le rôle des médias et comment ça se passe au Canada, dans justement, et venant justement du monde des médias, le rôle des médias a la responsabilité justement d'éduquer le public à l'immersif. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance? Qu'est-ce qui est fait ou pas assez fait? Ce serait intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet. Merci. Ben, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on en voit de plus en plus dans les médias, mais effectivement, il y a une part des médias qui ont le point direct avec les consommateurs de nous aider et de nous accompagner dans le développement de cette filière-là. Ce qui est compliqué, par contre, c'est que tant qu'on ne les éduque pas sur le langage à employer pour décrire ces expériences-là, c'est sûr que c'est difficile pour eux de nous aider. Pardon. Je vous donne un exemple. Quand on faisait un benchmark il y a quelques années à New York, on s'est rendu compte qu'il y a 8 à 10 expériences sur les impressionnistes à la style Van Gogh en même temps qui roulaient à New York. Donc, c'est très compliqué en termes de médias aussi de laisser la place à chacune des expériences, de bien identifier quels sont les distinctifs de chacune de ces expériences-ci. Donc, ils ont un rôle, mais c'est à nous de les aider et de leur donner des éléments distinctifs sur à la fois le secteur et les expériences. Moi, je pense qu'il y a d'abord aussi que nous fassions l'effort. C'est pour ça, entre autres, que moi, j'ai fait le kiff, parce que je pense que c'est aussi à nous d'éduquer les médias. Les médias vont pas bien, de manière générale, en ce moment, que ce soit la télévision, la presse, sont en très mauvais état économique. Il y a des médias qui vont très très bien, mais qui capturent un peu la création, des médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc il faut, je pense, jouer des réseaux sociaux. Il faut aussi voir que c'est assez compliqué pour les médias de représenter des choses en 3 dimensions, ou en relief, ou en ce qu'on veut, parce qu'ils sont en 2 dimensions, eux. Donc ils font des sujets, mais c'est très délicat. Même moi, là, en faisant l'événement au Grand Palais Immersif, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels français qui n'avaient jamais mis les pieds au Grand Palais Immersif. Ils ont découvert le lieu. Alors c'est une chance, parce qu'une fois que les gens sont dans le lieu et qu'ils sont embarqués, là ils comprennent l'intérêt. Et j'ai même des gens à la fin qui sont venus me dire « Ah, ben, c'est extraordinaire, il faut continuer. » Bon, mais la première réaction, c'est ce que tu disais au début. Il y a finalement relativement peu de gens, même dans les gens curieux ou on va dire les plus proches de l'innovation, qui ont vraiment fait des expériences immersives. Et ça, c'est un premier, c'est éduquer le public. Et puis ensuite, il faudrait qu'il y ait des médias qui en parlent, qui le fassent. Il faut que ça devienne un sujet d'excitation. Alors ça commence à venir, notamment ce qu'ont fait Gédéon et Emissive sur les impressionnistes. C'est un beau sujet, les impressionnistes. Ça plaît aux journaux télévisés. C'est un sujet qui donne envie. Mais il faut vraiment accepter de jouer le jeu des blockbusters. C'est pas la même expérience que quand on fait une création pure. Voilà. Donc plus de festivals et puis faire circuler le public. C'est là où tout ce que fait le luxe, par exemple, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est de l'éducation. C'est pas identifié comme de la création, mais pourtant, ce sont des expériences. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question du coup. Vous avez dit qu'il y a un marché potentiel autour des marques qui pourraient voir du coup une opportunité de storytelling, d'appuyer leur image de marque. Ma question du coup, c'est quelles sont ces marques? Dans quel secteur elles sont? J'ai aussi une deuxième question. Ouais. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est pour ces marques-là, puisque c'est nouveau, dans quelle partie de leur budget, en fait, elles peuvent déployer un budget pour les expériences immersives? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est à travers des subventions? Enfin voilà, mes questions sont sur ces 2 points. Alors moi, l'année dernière, il y a une société qui était présente ici, qui fait Batman Escape. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dama Dreams. Voilà. Et une partie de leur modèle économique, c'est des escape games dans des supermarchés. Et ça marche très très bien. Alors l'escape game, est-ce que c'est de l'immersif tel qu'ils le font eux? Oui.
C'est une partie de leur modèle économique qui est non négligeable parce qu'ils ont commencé dans les escape games et puis ensuite ils se sont répandus et ils développent autour de franchises ou de marques très connues des expériences pour les supermarchés. Et ça n'est pas du tout du hasard, c'est parce que les supermarchés ont un grand problème pour faire revenir les gens dans les supermarchés. Alors qui fait ça? Souvent des responsables marketing qui cherchent de toute force à faire revenir les gens dans des espaces qui sont vides, et puis qui se rendent compte que quand on fait un événement immersif, on embarque une famille. On fait venir les enfants, on fait venir les parents. Donc ça, c'est du marketing. Après, il y a des gens en publicité qui sont très innovants. Par exemple, Martine Sorel, qui a acheté que des boîtes de pubs innovantes. C'est des boîtes qui font 20% d'augmentation de chiffre d'affaires tous les ans. Donc c'est des boîtes ultra dynamiques. Elle montre des événements immersifs parce que c'est extrêmement impactant. Je vous donne un exemple. Une des sociétés qui a été rachetée en France, c'est la société qui fait la publicité de Netflix. Et Netflix avait comme choix de ne pas acheter de l'espace, de créer des événements qui marchent sur les réseaux sociaux. Et donc c'est de l'immersif. Par exemple, ils ont demandé à Omar Sy d'aller coller des affiches dans le métro. En tant que tel, c'est un peu un événement immersif, mais ça le devient quand c'est sur TikTok dans les 5 minutes. Quand ils ont fait la promotion de Narcos, ils ont employé le même genre de technique. Donc ce qu'on disait ce matin, c'est il faut que ça marche sur le téléphone, il faut que ça marche sur TikTok, il faut que ça marche sur Instagram. Et à partir de là, notamment quand c'est de l'immersif, ça cartonne. Le premier geste que font les gens quand ils sont dans une expérience immersive, c'est ils le filment. C'est quelque chose de... Et ces publicitaires l'ont compris. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'acheter de l'espace. Ils ont besoin d'entraîner les gens à partager le contenu. Et souvent, ce sont des gens qui ont de l'expérience de l'engagement. Et donc, c'est de l'innovation en termes de créativité. Et puis, c'est tout le travail qui est fait pour que, en dehors du milieu, des gens vivent ces expériences. Voilà. Mais c'est nouveau, hein, c'est vrai. Mais je pense que ça va progresser assez vite, parce que comme il y a un épuisement des modèles traditionnels de publicité, ça ne marche pas. Avant, quand vous vouliez vendre du café, vous preniez de la pub sur TF1 et ça se vendait. Aujourd'hui, ça marche moins. Il y a moins de gens sur TF1, et en particulier sur les jeunes. Donc quelqu'un qui a la capacité de créer des événements, de créer des émotions très fortes, et qu'elles soient ensuite distribuées sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui tient une partie de cette... C'est pour ça que j'ai été très surpris de Outernet, et en même temps pas du tout surpris, puisque quelqu'un qui rentre dans une expérience, on va dire, offerte par, je ne sais pas qui, Nike, il la partage, et il va dans un magasin Nike, qui est déjà en tant que tel un événement presque immersif. Donc c'est pour ça que cette filière, elle est porteuse. Après, il faut savoir le faire. Il ne faut pas que ce soit caricatural. Je vais juste donner un petit complément d'information, mais le luxe reste un des secteurs les plus intéressés par ces expériences immersives pour 2 raisons. L'accès aux fonds, puis la deuxième, c'est qu'il s'adresse à une clientèle qui est déjà très saturée, donc les médias, les influenceurs et les personnes riches qui ont accès, justement, que tout le monde essaie d'aller attirer leur attention. Et comment ils trouvent des façons de se différencier, c'est de plus en plus en utilisant des technologies ou des expériences un peu plus nouvelles. Et donc, les expériences immersives constituent un élément différenciateur pour eux, surtout dans des événements de lancement. Donc, à qui s'adresser? Toutes les firmes de relations publiques aussi qui travaillent de proche avec des marques de luxe sont des bonnes entrées pour justement créer des expériences immersives pour ces soirées-là. Il y a une question? Oui. Non, c'était peut-être juste pour compléter, si je peux. Moi, j'ai créé une compagnie de théâtre immersif et on a fait le projet au Bon Marché, la pièce Au Bonheur des Dames. Et là, pour le coup, vous avez posé la question du budget. Eux, c'était pas un budget de communication digitale ou d'événementiel au sens propre, c'était leur budget image. Et donc, en fait, ça permettait d'avoir un plus gros budget. Et comment ils se sont retrouvés dans la balance, c'est qu'en fait, cet événement-là, il a créé beaucoup d'articles de presse, beaucoup de reportages. Et c'était une manière pour le Bon Marché de parler d'eux
de manière organique, sans qu'ils aient d'articles sponsorisés ou sans qu'ils aient de... Voilà, donc c'est cette forme-là qu'ils ont utilisée et qui fait qu'au final, même si l'événement n'était pas forcément rentable par la billetterie, et ben, pour eux, ça a été intégré dans un budget d'image plus large. Et c'est en général ce qu'on observe quand on se fait contacter aussi par d'autres marques. C'est souvent ce budget image qu'ils utilisent de plus en plus. Et le bon marché appartient à LVMH. Oui. Il y a une façon de réfléchir qui est totalement différente de beaucoup d'autres industries. Et je pense que c'est plutôt précurseur. Je crois qu'il faut qu'on accélère. Merci beaucoup, Catherine. Et puis je pense que tu es là et tu pourras répondre en direct.